Donc on a invité 3 personnes, donc 3 sachants sur le domaine. Donc Alexandre Langlais, donc au cœur de la table, donc chargé de mission des CNE, qui va nous présenter justement tout ce qu'on entend par pollution lumineuse, les impacts sur la biodiversité et peut-être plus largement. Morgane Obino, qui est chargée de l'éclairage public à la ville de Niort, qui va apporter aussi son témoignage et illustrer aussi toutes les actions qui sont menées sur Niort, parce que là aussi, en termes d'éclairage public, il y a beaucoup d'actions qui visent à éteindre cet éclairage, peut-être pas sur toutes les rues, mais vous nous expliquerez. Qui pourra également témoigner, qui fait partie de la puissance invitante, parce qu'on est chez nous, à la Maïf. Guillaume Mauger, qui est référent énergie, à la Maïf, et qui vous expliquera ce que l'on a fait, au sein de la Maïf pour lutter contre la pollution lumineuse. Je laisse la parole, à Alexandre. Alors, je ne sais pas si tu veux un micro ou sans micro, on va voir. Ou sinon tu peux prendre. Si, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Du coup, je tiens déjà à m'excuser par avance pour la douceur automnale qui a eu raison de ma voix dernièrement. Alors, du coup, je vais utiliser le micro pour pouvoir parler suffisamment fort. Du coup, comme ça a été dit à la présentation, je suis chargé de mission à Decelles Nature Environnement. Donc, moi, je suis spécialisé dans l'étude des mammifères et principalement aussi dans l'étude des chauves-souris. Donc, ce qui fait que le monde nocturne, c'est un monde que je connais bien de par sa biodiversité. Et au fur et à mesure des années où j'ai pu réaliser des expertises nocturnes, j'ai pu observer par expérience des impacts plus ou moins importants sur la biodiversité en général. L'idée de cette présentation ici, ça va être aussi de vous présenter ça. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un apport très alarmiste, bien sûr, c'est juste de montrer que sans même y penser, ou en se disant qu'une simple petite lumière n'est qu'une simple petite lumière, elle peut avoir bien plus d'impact que ce qu'on peut imaginer. Pour une brève petite introduction, il faut savoir que la pollution lumineuse, c'est un concept qui est assez récent. Mine de rien, c'est quelque chose qu'on a commencé à étudier il y a quelques dizaines d'années seulement. Et finalement, on s'est rendu compte petit à petit qu'il pouvait y avoir des effets qui étaient liés aux émissions lumineuses sur les êtres vivants, de manière générale. Ces effets, on peut les reconnaître de 3 catégories. C'est-à-dire qu'il peut y avoir celles qui sont directes, donc ça va être l'action du flux lumineux directement sur la rétine. Il va y avoir les effets indirects. Donc par exemple, la lumière va générer indirectement une perte de ressources alimentaires ou alors augmenter un risque de prédation qui va avoir un impact directement sur la survie de l'animal, ou alors induit. Donc c'est quelque chose où la lumière va modifier l'environnement et modifier potentiellement des ressources d'un animal, voire modifier son comportement physiologique. Donc je vais y revenir avant, mais il faut savoir que les animaux de manière générale et les végétaux ont évolué pendant des millions d'années avec la principale source d'énergie disponible, c'est-à-dire la lumière. On s'est tous adaptés à pouvoir vivre avec la lumière qui correspond à notre horloge principale. Donc tout ça, c'est que sans renoncer à son petit confort, ni même à de la sécurité, on verra ça après, éclairer de manière raisonnée, ça permet à la fois consommer moins, évidemment. On est vraiment dans une logique qui est de consommer le moins possible, non pas pour consommer le moins possible, mais pour être raisonné dans notre consommation. Respecter l'obscurité naturelle, qui est de moins en moins respectée à titre large, on le verra avec des photos aériennes, et surtout protéger la biodiversité, parce qu'on va voir que cette lumière peut avoir des impacts plus ou moins importants sur la biodiversité en général. Donc là, je vous ai mis quelques petits extraits d'articles qui sont intéressants sur le sujet de la pollution lumineuse. Après, il faut savoir que c'est quelque chose qui bouge beaucoup maintenant. Je pense que Morgane fera un point un peu plus complet que moi sur ce sujet-là tout à l'heure. Une des choses importantes, c'est de voir que déjà en 2009, je cite, « Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore, aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne feront l'objet de mesures de prévention, suppression ou de limitation. » Donc déjà, on voit qu'il y a une première prise de conscience qui arrive tout doucement au début des années 2010, mais avec un texte qui, je vous l'accorde, est un peu flou et est un peu au futur. C'est-à-dire qu'il n'y a encore rien de vraiment acté.
Petit à petit, en 2013, on a déjà un premier article qui va permettre de contrôler un peu l'éclairage nocturne des bâtiments qui ne sont pas résidentiels. Donc à partir de là, ça va commencer à contrôler le fait qu'il n'y a pas de nécessité à éclairer des bâtiments où il n'y a personne dedans. Jusque-là, on est d'accord que c'est du bon sens, mais ça continue encore avec quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent dans les villes notamment. Et à partir de tout ça, bon, il y a encore d'autres projets, 2018, 2019, des articles qui arrivent petit à petit, d'autres articles qui sont sortis interdisant d'avoir une source d'éclairage en direction des milieux humides, notamment des cours d'eau et des rivières, pour plein de raisons différentes qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Et aussi forcément tout ce qui est lié aux panneaux publicitaires, etc. Des choses qui sont de plus en plus mises en place, mais qui sont malheureusement pas encore tout à fait contrôlées, d'où l'importance de la campagne que présentait Pascal tout à l'heure des Sentinelles de la nuit, qui permet de non pas entraîner de la délation évidemment, mais de simplement pouvoir constater et de montrer que ces articles ne sont peut-être pas respectés de la manière dont elles devraient l'être. Il y a d'autres conseils et il y a beaucoup de structures qui travaillent sur la pollution lumineuse, notamment le Conseil général sur l'environnement et le développement durable, travailler avec un groupe très pointu sur la reconquête de la nuit, donc faire un état des lieux de ce qui existe, de ce qui est connu et des propositions qu'on pourrait être amené maintenant à faire. Le dernier en date, il me semble, oui, il est de janvier 2019, il est très complet. Il faut savoir que comme c'est une science qui évolue très très rapidement, on a tendance à découvrir des choses qui des fois sont contradictoires avec celles d'avant parce qu'il nous manquait des éléments. Voilà, c'est complètement la base de la science. Et là, on est sur une thématique qui est quasiment nouvelle parce qu'elle est très très récente. Donc on y va petit à petit, mais on découvre de plus en plus de choses. Après, évidemment, il y a la prise en compte de la trame noire. Donc pour vous définir ça dans les grands mots, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la trame verte et bleue. La trame verte et bleue, c'est de la continuité. En fait, c'est tout ce qui concerne les continuités écologiques, donc les continuités naturelles, qui permettent aux animaux de se diriger d'un de ces réservoirs vers un autre réservoir. Admettons deux boisements sont séparés, ce sont deux réservoirs. Des haies qui se baladent entre les deux boisements sont un corridor écologique. Donc le principe de la trame verte, c'est ça. Le principe de la trame noire, c'est la superposition de cette trame-là avec l'obscurité. Parce que certaines espèces exclusivement nocturnes ne vont pas pouvoir se déplacer le long de ces corridors-là s'il y a de la lumière, parce qu'elles vont considérer la lumière comme une barrière infranchissable. Et ça, c'est le début de la trame noire. Et ces trames noires commencent à être petit à petit intégrées dans les schémas régionaux de cohérence écologique qui imposent d'avoir quelque chose de raisonné au sein du territoire, à l'échelle du territoire pour la biodiversité. La lumière, c'est un ensemble de longueurs d'onde. Donc la lumière blanche, c'est l'ensemble des longueurs d'onde ensemble. Il faut savoir que tous les animaux, tous les organismes vivants ne vont pas voir de la même manière. C'est-à-dire qu'on va tous avoir un organe visuel. Nous, c'est par exemple des yeux. Nos yeux complexes, eux, vont accumuler de la lumière et vont ensuite retransmettre le message au cerveau pour construire une image. On va donc recevoir on va être réceptif à une longueur d'onde qui ne correspond pas à l'ensemble de la lumière. Par exemple, on ne voit pas les ultraviolets, ou on ne voit pas les infrarouges. Il faut savoir que ce n'est pas le cas pour tous les animaux. Certains animaux vont surtout voir les ultraviolets. C'est le cas notamment des hyménoptères, ou alors des cirfes, voire des abeilles, qui vont utiliser les ultraviolets émis par les fleurs pour savoir si elles sont abutinées ou si elles ont été déjà butinées. Donc il y a des fleurs qui, en coévoluant, ont intégré des pigments qui vont transmettre, qui vont émettre de l'ultraviolet lorsqu'elles auront du pollen. Et une fois qu'elles auront été pollinisées, elles n'émettront plus d'UV. Ça sera un message instantanément envoyé aux abeilles. Donc ça c'est un exemple. Il y a d'autres animaux comme les poissons qui eux vont plutôt aller voir dans l'infrarouge parce que dans le milieu dans lequel ils évoluent, c'est une nécessité plus importante pour pouvoir se déplacer ou pour pouvoir repérer des proies, notamment des proies qui pourraient potentiellement être dues à une émission de chaleur, par exemple. Nous, en l'occurrence, on a le spectre visible qui correspond qu'une infime partie de la longueur, de toutes les longueurs d'onde qui correspond à la lumière en général, entre 400 et 800 nanométres. Cette carte, c'est une carte de 2012 de l'émission, enfin de la radiance, donc on va dire d'une unité de mesure de la pollution lumineuse, sur l'échelle de territoire français. Donc là déjà, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut voir ressortir pas mal des grandes villes de notre territoire. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'on est capable de redessiner petit à petit les grands axes routiers. Et là, on voit quand même relativement bien la vallée du Rhône. La région parisienne ressort quand même plutôt pas mal.
Et on voit qu'à certains endroits, comme en Bretagne, où c'est un petit peu plus timide, mais la côte méditerranéenne est vraiment très 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 éclairée. Donc ça, c'était en 2012, au moment où il y avait vraiment le début de la prise de conscience de ce que c'était la pollution lumineuse. On arrive en 2016. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de changements, et c'est vrai, il n'y a pas eu énormément de changements, mais on constate, vous voyez, on constate quand même qu'il y a eu quelques efforts qui ont été faits vis-à-vis des éclairages périphériques. Il faut savoir que les éclairages, lorsqu'il y en a beaucoup, c'est un phénomène cumulatif, fait que vous avez beau réduire des intensités, si jamais vous en avez beaucoup trop en nombre, bah l'impact sera largement moins significatif. Là, en l'occurrence, entre 2012 et 2016, il y a eu quand même une petite correction qui a été faite vis-à-vis des éclairages périphériques, où finalement certaines collectivités se sont rendues compte que des routes n'étaient pas spécialement, c'était pas spécialement utile de les éclairer toute la nuit, ou c'était même pas spécialement utile de les éclairer. Parce que finalement, certaines collectivités se sont rendues compte que si on éteignait la lumière sur certaines routes, les conducteurs, les automobilistes, étaient beaucoup plus enclins à faire attention à leur conduite. Parce que comme ils voient moins, instinctivement, ils vont faire attention et rouler moins vite. C'est une mesure de sécurité inconsciente qu'on gère, nous, lorsqu'on est soumis à ce genre de stress-là. Ensuite, en 2022, on voit qu'il y a aussi de la correction qui a encore été faite. Vous voyez, 2012, 2022. Donc là, on a encore un nouvel effort qui a été fait. Mais on voit que sur la côte méditerranéenne, la vallée du Rhône, Lyon, la région parisienne, il y a encore du taf. Donc ça montre déjà qu'il y a une prise de conscience petit à petit, qu'en Europe, bon, on est loin d'être les pires, mais que ça reste pas une excuse pour se reposer, ça reste des choses encore à faire, parce que ça soit d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue protection de la biodiversité, ça manque pas d'arguments pour pouvoir commencer à songer à de l'éclairage raisonné. Il faut savoir que les impacts, ils sont très nombreux. On en découvre en permanence. Moi, je vais vous en présenter quelques-uns, notamment sur les insectes. Il faut savoir que la lumière artificielle, donc la lumière qu'on produit qui n'est pas de source naturelle, c'est la deuxième cause d'extinction des insectes. La première étant les pesticides, qui sont utilisés notamment dans l'agriculture intensive, ou même à n'importe quel espace vert entretenu. La lumière artificielle, pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des insectes nocturnes vont utiliser la lumière lunaire pour pouvoir se déplacer. C'est-à-dire que la Lune va émettre une lumière à grande échelle, parce que c'est comme un très grand astre, qui va produire ce qu'on pourrait définir comme des routes de vol. Et les insectes vont avoir une boussole interne qui va en permanence s'adapter aux ondes de la Lune pour pouvoir savoir dans quelle direction se diriger. Donc ça marche en théorie quand tout est obscur. Mais il suffit qu'il y ait une grosse source de lumière assez importante pour que finalement ça prenne le dessus sur la lumière de la Lune naturelle et que finalement l'insecte se retrouve en permanence déboussolé. Donc ça veut dire qu'il va constamment se réadapter pour aller prendre une nouvelle direction et au final il va faire le tour de la lampe. Parce que finalement elle est beaucoup plus intense et en plus elle est largement plus accessible parce qu'elle est beaucoup moins loin que la Lune. Donc déjà ça c'est un premier, je pense qu'on l'a tous constaté, peut-être un peu moins maintenant, mais on a tous constaté au niveau d'un lampadaire une grosse nuée de papillons ou une nuée d'insectes qui volaient autour. Et bien ça c'est généralement ils ne tiennent pas la nuit parce qu'ils finissent par s'épuiser et à tomber au pied du lampadaire. Et ça c'est une quantité extrêmement importante d'individus qui meurent chaque nuit à cause de ça. Notamment en bord lorsqu'il y avait encore des lumières qui éclairaient les rivières, lorsqu'il y avait les émergences d'éphémères. Donc je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une émergence d'éphémères, mais c'est extrêmement impressionnant parce qu'il y a des milliers, si ce n'est des millions d'éphémères qui sortent en même temps. Et il suffit qu'il y ait une lumière pour qu'il soit déboussolé et qu'il se trouve avec quasiment 10 000 à 100 000 éphémères qui tournent autour du même lampadaire. Un éphémère, je vous le rappelle, ça ne peut pas se nourrir, ça vit quasiment 2 jours maximum. Donc autant dire que ça use son stock de gras très 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 rapidement. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Le bombix disparate, qui est un papillon de nuit qui est assez commun, qu'on peut trouver par chez nous ici, il a aussi un effet qui n'est pas négligeable à cause de la lumière, parce que lui il fonctionne avec un rythme circadien, c'est-à-dire qu'il a un rythme qui tourne autour de la lumière, et lorsqu'il est déréglé pendant trop longtemps à cause d'une lumière artificielle, ça va déclencher chez lui une inhibition de ses capacités reproductrices et il va du coup être stérilisé à cause de la lumière artificielle.
Donc c'est-à-dire qu'il ne produira plus de sperme et il ne pourra plus se reproduire. Donc cet effet-là est retrouvé chez de nombreux autres bombix et chez de nombreux autres hétérocères, donc des papillons de nuit, qui ont le même problème à cause de la lumière. Il faut savoir que ça c'est quelque chose qu'on peut assez facilement transposer chez l'homme, on le verra après. Bon, je ne vous dis pas que la lumière ça rend stérile, pas du tout, c'est juste que ça a des impacts différents sur nous, mais ça en a quand même plus ou moins importants. On reviendra dessus tout à l'heure. Toujours en restant chez les insectes, il faut savoir que certains insectes font en tout cas preuve de bioluminescence pour pouvoir à la fois communiquer, mais aussi pour assurer leur reproduction. C'est le cas notamment du fameux ver luisant, donc qu'on appelle aussi la lampire. Elle produit une lumière entre 518 et 656 nanomètres, c'est-à-dire vraiment une toute petite longueur d'onde, et elle le produit avec une très faible intensité. Donc ça, c'est une lumière qui est produite dans son corps lorsqu'elle mélange deux protéines particulières. Ça lui demande beaucoup d'énergie, mais c'est aussi faible en intensité parce qu'on parle de quelque chose qui fait moins d'un centimètre, ou à peine un centimètre. Donc ça demande beaucoup d'énergie, mais il suffit qu'il y ait une simple lumière pour qu'à côté, les mâles ne puissent mal réceptionner le message et ne puissent pas retrouver les femelles, par exemple. Ou alors s'épuiser. Pour l'anecdote, par exemple, quand je suis sur le terrain de nuit, j'utilise pour étudier les chauves-souris, j'utilise un détecteur. Ce détecteur, il y a une petite LED rouge dessus. Vraiment une toute petite LED rouge qui est très discrète. Et bien toutes les nuits, je me retrouve avec 5 ou 6 vers luisants mâles qui volent sur mon détecteur à cause de cette toute petite LED rouge. Ce qui montre que le moindre petite intensité est perçue. Et donc avec une très forte intensité de lumière, on sature complètement leur manière de visualiser la lumière et donc on les perturbe complètement. Ça bouleverse complètement leur mode de communication et ça atteint du coup de manière significative leur succès de reproduction. Chez les amphibiens, donc tout ce qui concerne les grenouilles, les tritons, les crapauds, on retrouve quelque chose de similaire, c'est-à-dire que il faut savoir qu'au cours de leur vie, ils vont alterner des phases aquatiques et des phases terrestres. Généralement pendant leur croissance, ils vont rester dans les mares et ensuite ils vont sortir pour aller vers une autre mare. Et tout au long de leur cycle, ils peuvent faire des semi-migrations, entre guillemets, qui vont de 500 mètres à 4 km pour les plus grosses espèces. Le crapaud commun qu'on retrouve beaucoup ici, lui, est une des espèces qu'on retrouve le plus souvent sur la route. Et il faut savoir qu'eux, ils se déplacent principalement la nuit, mais qu'ils ont des yeux qui sont adaptés à vivre dans des milieux où il y a finalement peu de visibilité, c'est-à-dire sous l'eau ou dans de l'eau trouble. Donc la moindre petite lumière doit être perçue, ce qui fait que lorsque de la lumière est émise au niveau des routes, l'individu va être complètement déboussolé, et généralement va aller sur la route et va être tellement perdu qu'il va rester immobile au milieu de la route. Je pense que vous avez déjà tous constaté au moins une fois un crapaud qui est resté au milieu de la route comme ça sans rien faire. Et ça, généralement, c'est parce qu'il est tellement aveuglé qu'il ne sait même plus dans quelle direction se diriger. Et ça, une simple lumière en bord de route peut suffire pour l'aveugler complètement. Et donc autant dire que quand on arrive avec les pleins phares à 90 km/h, ça ne doit pas l'aider non plus. Donc il existe des panneaux qui permettent de montrer, en tout cas de sensibiliser au fait qu'il y a des traversées nocturnes et qui invitent à ralentir. Pour l'aparté, il faut savoir que même si vous n'écrasez pas un crapaud lorsque vous passez dessus avec la voiture, si vous passez à plus de 30 km/h et qu'il passe entre les roues, il y a de fortes chances qu'il en meure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le crapaud va, avec la vitesse à laquelle vous allez passer, il va subir ce qu'on appelle un barotraumatisme. Et en fait, ça va lui faire des dégâts dans ses tissus internes. Donc c'est pour ça qu'il y a des panneaux qui disent de ralentir au niveau de la route pour ce genre de choses-là. Parce que si vous allez trop vite et que vous l'évitez, vous allez être content parce qu'effectivement vous ne l'avez pas écrasé, mais vous allez le faire souffrir avant de mourir parce que justement il va souffrir un petit feu. Bon voilà, ça c'est une parenthèse pas très gaie, mais c'est juste pour sensibiliser aussi au fait que si on demande de ralentir, finalement c'est pas juste parce qu'il y a des grenouilles, c'est parce que si on va trop vite, on peut les impacter aussi. Et sachant que comme on arrive avec les pleins phares ou avec les feux de croisement en pleine nuit, généralement on les tétanise complètement. Donc lorsqu'elles sont gênées, elles ne parviennent même plus à distinguer tout ce qui est proie ou tout ce qui est leur route de déplacement. Chez les oiseaux, il faut savoir que c'est intéressant parce qu'elles ont un spectre lumineux visible, qui est beaucoup plus large que le nôtre. Pourquoi ? Parce que nous on utilise notre vue pour communiquer, pour observer, mais les oiseaux s'en servent pour d'autres choses. Elles s'en servent notamment pour leur capacité à se diriger. Donc elles ont une meilleure perception de tout ce qui est des bleus verts
que nous on distingue, on a une meilleure perception de bleu vert, eux ils vont distinguer certains ultraviolets, donc c'est quelque chose qui vont leur servir notamment soit à distinguer des proies, ou alors à se diriger pendant leur migration. Beaucoup d'oiseaux migrent pendant la nuit, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment utiliser soit les ondes électromagnétiques, soit les étoiles, voire certains repères topographiques, voire électromagnétiques pour pouvoir se diriger. Donc finalement, lorsqu'on installe une lumière artificielle qui va produire une énorme intensité en direction du ciel, on va générer une perturbation telle qu'au sein d'un oiseau, lui faire une petite déviance de sa trajectoire peut lui coûter la vie. Donc là j'ai mis un petit tableau, je vais pas le creuser parce qu'on rentre vite dans des coefficients techniques, mais pour sensibiliser, pour vulgariser, on va dire que si la boussole de l'oiseau va être variée d'un tout petit peu, on va dire d'1 mètre, par exemple, lorsqu'il va se diriger, ça peut lui entraîner jusqu'à 600 km de déviation. Et 600 km de déviation, ça peut entraîner du coup une chute de toutes ses ressources et un épuisement corporel de l'individu avant qu'il soit arrivé à une zone refuge. Donc ça arrive très régulièrement et de plus en plus régulièrement maintenant que des oiseaux soient retrouvés échoués à certains endroits ou alors soient retrouvés dans des endroits qu'elles ne sont jamais et n'ont jamais été contactées parce qu'en fait elles se sont perdues pendant leur migration. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les côtes littorales. Et pour ceux qui connaissent, sur l'île de Ouessant, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez régulièrement aussi, des oiseaux migrateurs qui n'ont rien à faire ici, mais qui se sont perdus par rapport aux perturbations et à une forte déviation à cause de la pollution lumineuse. Autre détail chez les oiseaux, les rapaces qui se sont spécialisés à la chasse de nuit, donc les rapaces nocturnes, donc, comme ici la chouette effraie des clochers, possèdent des yeux qui ont une capacité d'accumulation de lumière qui est tout bonnement fascinant et juste inimaginable en quantité, parce qu'elle lui permet, avec un simple petit trait de lumière la nuit, quelque chose que nous on ne voit à peine, d'accumuler suffisamment de lumière dans les yeux pour pouvoir voir en pleine nuit. C'est un véritable talent qui a évolué avec les rapaces nocturnes et qui leur permet de chasser avec précision la nuit. Mais alors dites-vous que justement, c'est comme un appareil photo, si vous optimisez pour que le moindre trait de lumière vous permette d'avoir pour voir beaucoup mieux, si vous mettez une forte intensité de lumière, vous allez être aveuglé au point que ça en soit limite douloureux. C'est le cas chez les chouettes effraies, où en fait elles vont ouvrir un maximum leurs yeux pour pouvoir accumuler un maximum de lumière et pouvoir voir leur proie. Sauf qu'en passant au bord d'une route et d'avoir une lumière, elle va être aveuglée au point que ça en serait limite douloureux. Et c'est ce qui entraîne généralement d'importantes mortalités routières. Ça n'est pas rare, en se dirigeant sur la route, tout simplement en voiture, de voir des cadavres de rapaces sur les bords de la route. Et ça, c'est dû à de très nombreuses, et c'est d'ailleurs sous-estimé à notre époque encore, la mortalité routière des rapaces nocturnes. Encore chez les oiseaux, il faut savoir que les oiseaux, c'est un des meilleurs exemples de rythme circadien parce qu'ils ont vraiment évolué avec une horloge qui est basée sur la lumière. Quand le soleil se lève, ils savent que c'est le début de la journée, elles commencent à chanter. Lorsque le soleil se couche et que la luminosité baisse, ils savent qu'il faut aller se coucher et arrêter de chanter. Le fait d'avoir beaucoup de lumière, ça génère un véritable dérèglement physiologique et même un dérèglement au niveau du comportement de certains oiseaux qui se retrouvent à chanter même au début de la nuit, voire des fois jusqu'à minuit. C'est le cas notamment du rouge-gorge, qui est facilement observable, qui est effectivement, il se met à chanter des fois tellement longtemps, parce que la lumière artificielle n'est jamais coupée, qu'il pense que la journée ne s'arrête jamais, qu'il finit par s'en épuiser complètement. Savoir que je prends l'exemple du rouge-gorge, parce que le rouge-gorge est une espèce qui est extrêmement territoriale. Donc elle va constamment chanter, et elle va chanter très souvent pour dire que c'est son territoire à lui et pas un autre. Ça va impacter leur succès de reproduction, et donc de manière significative, ça va entraîner des problèmes sur les populations. Concernant les mammifères, on est sur quelque chose d'encore différent, parce que les mammifères, majoritairement, ce sont des individus qui sont nocturnes. Le renard, la fouine, la martre, les hérissons, tout ça, c'est des animaux qui vont surtout attendre la nuit pour se diriger. Donc notamment, ils ont une bonne vue, ce qui fait qu'avec la lumière, ils voient, et sans la lumière, c'est un peu comme les rapaces nocturnes, ils sont capables de percevoir quand même des choses la nuit aussi. Et ils vont notamment se diriger au sein de leur réservoir de biodiversité, sauf que, je pense que ça nous est tous arrivé ici aussi, en roulant de nuit, des fois, on voit un chevreuil qui passe au bord de la route,
ou un lapin, ou un lièvre, et d'un coup il s'arrête net alors qu'on est en train de conduire. Parce qu'en fait, le fait d'être soumis à une importante quantité de lumière, parce que généralement on est en plein phare dans ces moments-là, on les bloque complètement. Ils sont choqués, ils ne voient rien du tout, ils sont aveuglés. Instinctivement, quand un animal est aveuglé, il s'arrête. Si vous êtes en train de courir et que vous avez un gros spot de lumière dans la figure, il y a des chances que vous vous arrêtiez aussi. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et donc, ça génère un véritable problème de mortalité routière. Parce que beaucoup de chevreuils, de sangliers, de lièvres, etc. se font percuter chaque nuit à cause de ce phénomène-là. Les chauves-souris, qui sont aussi des mammifères, c'est un cas aussi particulier, et j'avais déjà commencé à en parler tout à l'heure. Il faut savoir que les chauves-souris, c'est des animaux nocturnes, qui vont être exclusivement actifs la nuit, et qui vont, la majorité du temps, chercher des endroits avec une obscurité naturelle la plus préservée possible. Au niveau des... Alors, je ne vais pas mentir, ça arrive qu'au niveau des lampadaires, on voit des chauves-souris voler. Je pense que ça vous est peut-être aussi déjà arrivé de voir des petites ombres voler autour des lampadaires. Parce qu'au début, si vous vous souvenez, j'ai dit que les insectes tournaient autour des lampadaires. Donc forcément, c'est un buffet gratuit à volonté pour les chauves-souris. Sauf que Julie Powell et Clémentine Azam ont fait toutes deux une thèse sur la pollution lumineuse et l'impact sur les chauves-souris en 2017 et en 2019, si je me souviens bien, et ont montré qu'en fait, même les espèces qui chassaient autour des lampadaires gardaient une certaine distance de sécurité et ne le faisaient pas non plus très longtemps, parce que c'était opportuniste et qu'elles jugeaient que le bénéfice surpassait le désavantage. Sauf que ça, c'est pas le cas de toutes les espèces. Certaines espèces, comme notamment le grand rhinolophe, sont des espèces qu'on cite comme étant lucifuges. Pardon. Donc ces espèces lucifuges, ce sont des espèces qui vont craindre la lumière. La lumière, comme je vous l'ai dit au début, va être une barrière physique infranchissable. Donc vous allez pouvoir avoir deux boisements, vous allez avoir deux populations, avec un super réseau de haies bocagères typique des Deux-Sèvres, en très bonne santé. S'il y a des lampadaires au milieu, le corridor écologique n'est plus fonctionnel pour les chauves-souris. Et ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte finalement assez tardivement, même si c'était quelque chose qui était intrinsèquement su, c'est quelque chose qui a été étudié finalement assez tard. Et on s'est rendu compte qu'avec un trouble, avec une lumière sur seulement 50 mètres dans une haie, ça pouvait bloquer l'accès à deux réservoirs de biodiversité. Par rapport à ça, il faut savoir qu'une simple réorientation de la lumière peut arranger énormément de choses. Bon, je ne pouvais pas parler des mammifères sans parler de nous, hein, évidemment, parce que nous sommes des mammifères aussi. Il faut savoir que, comme quasiment tous les mammifères, on produit une hormone qui s'appelle la mélatonine. Cette hormone, c'est celle qui nous permet de savoir qu'il est l'heure de dormir. Généralement, elle est inhibée à cause de la lumière, et dès qu'il fait suffisamment sombre et qu'il n'y a plus la lumière du soleil, on va avoir le corps qui va produire la mélatonine. En fonction de la concentration de la mélatonine, on va passer plus ou moins une bonne nuit, et on va pouvoir dormir convenablement, et surtout savoir qu'il faut dormir. Si on vous met dans une pièce pendant 24 heures, avec la lumière allumée à la même intensité pendant les 24 heures, il y a des chances que vous soyez un peu déboussolé et que vous ne sachiez pas trop à quel moment vous devez dormir. Ben ça, c'est parce que c'est le rôle de cette hormone. Donc, être exposé de manière importante à la lumière artificielle peut générer des perturbations vis-à-vis de cette hormone et du coup, vraiment contraindre le sommeil à ne pas fonctionner naturellement. Ce qui fait que ça peut générer des vrais problèmes de sommeil. C'est un cas qu'on voit beaucoup avec les écrans notamment. L'utilisation très prononcée des smartphones, des tablettes ou de la télévision ou tout autre écran peut générer de vrais problèmes et des troubles du sommeil. Sur la faune et la flore aquatique, il faut savoir que l'intensité de la lumière qui passe à l'intérieur peut vraiment changer l'équilibre des milieux. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la même quantité de lumière qui arrive en surface de l'eau et en profondeur de l'eau, du fait qu'elle soit trouble et absorbée par beaucoup de choses. Et c'est de là que peut être impacté de nombreux organismes. Pour passer vite sur ça, il faut savoir que l'éclairage des zones humides peut interférer avec le phénomène de dérive des invertébrés aquatiques, qui vont du coup généralement attendre la journée pour se déplacer plutôt que la nuit, pour éviter d'être attaqués par les espèces prédatrices nocturnes, et peut être complètement déréglé vis-à-vis de cette lumière et du coup être chassé en grand nombre.
Donc ça, c'est un impact directement induit sur les populations qui peuvent des fois perdre quasiment 70% de leur concentration, juste à cause de ça. Un autre problème, c'est celui notamment de la civelle, qui attend généralement d'avoir un pigment noir qui est reconnu par son pigment noir. Et le rôle de l'éclairage nocturne actuellement, il n'est pas connu sur elle, mais on suspecte quand même qu'il y a un véritable impact sur sa migration. Parce que pour info, la civelle, c'est ce qu'on appelle le petit de l'anguille, lorsqu'elle n'est pas encore mature. Et elle va apprendre vraiment la migration, parce que c'est un des poissons qui migre le plus qu'on a en Europe, et qui est d'ailleurs critique, en danger critique d'extinction. Il faut savoir qu'on suspecte fortement la lumière, c'est encore pas suffisamment clair pour qu'on puisse y attribuer un rôle particulier, mais il faut savoir que la pollution lumineuse a des réels impacts sur sa migration et peut générer des fois des migrations qui sont soit partiellement bloquées, c'est-à-dire qu'elles ne terminent pas leur chemin de migration, ne retrouvent pas leur espace de reproduction et du coup ratent leur reproduction, ou alors peut être complètement bloquées et du coup ne vont même pas commencer leur migration. Et donc ça entraîne un problème plurigénérationnel. Là, j'ai parlé des animaux, mais il faut savoir que ça agit d'autant plus sur les végétaux, parce que il faut savoir que la lumière, c'est un peu l'essence principale des végétaux, qui s'en servent pour faire de la photosynthèse et produire leur matière carbonée, et grandir, gagner en puissance. Et il faut savoir que lorsqu'un arbre est soumis à côté d'un lampadaire, ça peut s'observer, on peut voir qu'il y a plus de temps avant que les feuilles tombent. Tout simplement parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle la photopériode, qui est une certaine quantité de jours avec un certain niveau de lumière qui permet de comprendre au végétal qu'il est par exemple en automne ou qu'il est par exemple en été, et qui lui permet de savoir que notamment pour les arbres caducs, de faire tomber leurs feuilles. Donc si vous regardez attentivement à cette période de l'année, vous allez voir que certains arbres qui sont à côté des lampadaires n'ont pas encore ou ne perdent pas encore leurs feuilles, parce qu'elles sont impactées par la lumière. Donc ça cause quoi ? Ça cause le fait qu'ils n'ont pas réabsorbé les nutriments qui étaient compris dans les feuilles, et avec l'impact du froid qui va arriver avec l'automne et l'hiver, ça va générer un problème sur le long terme qui fait qu'il peut y avoir un problème sur la germination à long terme. Donc ça peut avoir un problème aussi sur la plante en elle-même qui va être beaucoup plus vulnérable aux chutes de température. Je vais essayer de passer assez rapidement sur les autres points, parce que je pense que Morgane en discutera aussi. Quand on parle de pollution lumineuse, on parle de plusieurs paramètres impactants. Il faut savoir que la qualité de la bande, donc avec les longueurs d'onde qui sont comprises dans l'émission de la lumière, mais aussi l'intensité à laquelle elle est émise, la fréquence d'émission particulière, la durée d'éclairage et l'orientation de la source du rayonnement sont des paramètres qui vont être pris en compte pour pouvoir réduire, voire limiter les risques en tout cas les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Donc généralement, alors il n'y a pas de solution miracle. Il faut savoir que toutes les longueurs d'onde vont impacter soit tel ou tel taxon. Nous, on parle beaucoup de la lumière bleue comme étant impactante parce on sait que c'est elle qui va qui va continuer l'inhibition de la mélatonine. Donc c'est par rapport à une vision très anthropocentrée. Mais il faut savoir que tous les organismes, comme on l'a vu au début, ne voient pas le monde de la même manière avec le même spectre lumineux. Donc finalement, chaque lumière peut impacter des groupes différents. Par contre, effectivement, quand on regarde et qu'on fait une synthèse, il s'avère que les températures plutôt chaudes de couleur sont celles qui semblent plus bénéfiques à un maximum de biodiversité. Pour les éclairages, effectivement, il y a un exemple ici. Un bon éclairage, c'est un éclairage qui éclaire ce qui a besoin d'être éclairé. Voilà, c'est peut-être bête ce que je dis, mais on a encore eu, notamment en région parisienne, de très nombreux lampadaires boules qui éclairent absolument tout sauf ce qu'il faut éclairer. Donc ça, c'est une grosse consommation d'énergie, c'est une grosse déperdition de lumière et c'est une grosse cause de pollution lumineuse. Heureusement, il y en a de moins en moins maintenant. Donc les recommandations que nous on propose généralement, c'est déjà de jouer sur, d'une part, l'orientation de la lumière, pour avoir quelque chose qui n'éclaire que ce qui a besoin d'être éclairé. Jusque-là, c'est logique. Ensuite, on recommande de jouer sur l'intensité, sur la couleur, la température de la lumière, donc de partir sur des tonalités plus chaudes. Ensuite, de jouer sur l'intensité, parce que finalement, on n'est pas forcément dans le besoin d'avoir une intensité très puissante de lumière pour avoir le besoin qu'on en a. Et surtout,
une des plus importantes, de jouer sur la période. Parce qu'on a peut-être que ça n'est pas obligé d'éclairer une rue jusqu'à 5h du matin, par exemple. Donc tout ça, de la manière dont je vous l'explique, ça peut paraître être du bon sens, mais ça a été un combat de longue haleine pour que ça puisse être compris comme tel par tous les acteurs auxquels c'était recommandé, au début en tout cas de la problématique de la pollution lumineuse. Certains endroits sont très réactifs, certaines collectivités sont très réactives à ce genre de problématique et vont généralement éteindre leur lumière très tôt, parce que finalement, à 23h par exemple, on peut considérer qu'on a plus de 90% des personnes qui sont rentrées du travail. Alors, je dis 90%, c'est un chiffre en l'air, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin d'avoir la lumière éclairée pendant aussi longtemps. Et ce, toute l'année, parce que toute l'année, nous n'avons pas forcément la même quantité de lumière à longueur de jour. Bon, ce tableau-là, c'est un tableau qui commence à être un peu désuet maintenant, donc il y a encore beaucoup de choses qui commencent à être apprises dessus. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que les technologies de lumière qui sont en dessous des 2700 degrés Kelvin sont généralement celles qui sont les plus bénéfiques pour la biodiversité, c'est-à-dire celles qui sont plus sur des températures chaudes. Et toutes celles qui vont être au-dessus sont généralement celles qui sont peu recommandées, parce qu'elles vont être généralement, elles vont avoir une dispersion très importante avec des longueurs d'onde qui vont partir très loin. Elles vont avoir des couleurs plutôt dans la tonalité du froid, dans le bleu, voire émettre des ultraviolets, donc beaucoup d'éléments qui peuvent être nuisibles pour la biodiversité. Donc finalement, pour synthétiser tout ça, d'une part, il y a la durée de l'éclairage qui peut être sur laquelle on peut intervenir en utilisant par exemple des variateurs, des détecteurs de présence, voire des minuteurs. Donc tout ça, c'est des technologies qui peuvent être plus ou moins faciles à mettre en place en fonction de l'installation déjà en place et forcément en fonction des compétences techniques des personnes qui sont en maintenance sur ces produits-là. Celui qui est souvent aussi recommandé, c'est l'utilisation d'un système de commande par horloge. Donc ça, maintenant, la technologie évolue suffisamment rapidement pour les choses qui sont efficaces. Ensuite, évidemment, c'est de programmer cet éclairage pour finalement réfléchir à quelle période finalement est la plus raisonnable à éclairer et si c'est nécessaire ou pas de l'éclairer suffisamment longtemps et sur une longue période, voire installer des réducteurs de flux, un peu sur le même principe qu'on peut mettre sur son robinet pour qu'il y ait un peu moins d'eau qui coule. C'est un peu exactement le même principe avec la lumière. Pour tout ce qui est éclairage des espaces publics et des monuments, généralement c'est des éclairages qui vont du bas vers le haut. L'idée, pour améliorer ça, c'est tout simplement de faire le contraire, d'avoir un éclairage qui part du haut vers le bas. Ça paraît être du bon sens aussi dit comme ça, mais beaucoup de monuments sont encore maintenant avec des gros éclairages qui partent vers le haut. Donc là, on est sur une orientation complètement contre-productive. Et aussi, bien sûr, se questionner vis-à-vis de l'utilité d'éclairer ça de manière permanente. Donc ça, il y a plusieurs, forcément, il peut y avoir des explications culturelles, patrimoine, etc. Mais c'est une question rhétorique que je dis ici, mais qui mérite réflexion. Pour tout ce qui est de l'intérieur des bâtiments, évidemment, éteindre le bâtiment lorsqu'il n'est pas en activité, lorsqu'il n'y a personne à l'intérieur, et installer des rideaux, voire des stores occultants si ce n'est pas le cas. Voilà. J'ai discuté encore il y a quelques temps avec une personne d'une boutique en centre-ville de New York qui me disait, parce qu'en fait on discutait, il me disait que lui il laissait la lumière pour les cambriolages. Parce que ces caméras de surveillance sont des caméras qui ne voient pas dans l'obscurité, elles ont besoin de lumière. Donc, bon, soit. Derrière, il me disait, quand je lui disais que ça pouvait entraîner un vrai coût en termes financiers, il me disait que comme il avait installé des LED, en les laissant allumer toute la nuit, ça lui restait moins cher que quand il avait ses anciennes ampoules. Donc, ce qui veut dire que finalement, il est gagnant à laisser ses LED allumés toute la nuit. Finalement, ça fait réfléchir aussi à l'évolution de la technologie. Est-ce que avoir de la technologie qui consomme moins, ça permet de justifier le fait de consommer de manière déraisonnée? Voilà. Moi j'ai ma petite idée là-dessus et je pense que vous avez toute votre idée là-dessus aussi. Et aussi forcément, il y a la lumière réfléchie au sol et sur les murs. Il faut prévoir une surface qui est quand même peu réfléchissante pour éviter de réduire la radiance. Pour réduire la radiance. Je finirai sur un label qui s'appelle Ville et Village étoilés, donc qui est porté par l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne, donc qui est aussi un consensus entre les astronomes, entre les naturalistes, entre les amateurs du ciel, qui finalement voulaient en quelque sorte valoriser les collectivités qui faisaient en sorte de préserver la visibilité de leur ciel.
Donc ça permet d'être de 1 à 5 étoiles labellisées pour montrer que voilà, on suit une charte de préservation de l'environnement nocturne et qu'on est sensibilisé à ce genre de problématiques. Je vous remercie de votre attention, en espérant que ça n'ait pas été trop long pour vous. Merci. Donc, ce que je propose peut-être, c'est de donner la main à Morgane, donc, pour qu'elle nous présente un peu toutes les actions faites, disons, réalisées au niveau de la ville de Niort, mais peut-être aussi nous reposer ça dans le contexte finalement d'une collectivité locale et des leviers que vous avez et sur lesquels vous pouvez agir. Bonsoir. Donc moi je suis responsable de l'éclairage public, donc ça va être tout ce qui est éclairage sur les voiries, mais je suis aussi en charge des actions Niort Durable 2030 sur la lumière artificielle. Donc je travaille sur ce sujet avec Dominique Six, qui est le premier adjoint au maire, mais également en charge de l'espace public par rapport à l'éclairage public et à la réglementation relative à la publicité. Donc la ville de Niort est partie assez tôt sur une idée d'agenda pour 2030, donc suite aux Nations Unies qui se sont regroupées en 2015 pour travailler sur des objectifs de développement durable. La ville de Niort a décidé de travailler dessus à suivre et à élaborer en fait dans un système de co-construction avec les acteurs du territoire des orientations et des actions à mettre en œuvre. Dans ces actions, on a sur la pollution lumineuse, réduire la pollution lumineuse et éclairer de manière raisonnée. Donc la première action qui a été mise en œuvre dès le départ, c'était continuer à rénover l'éclairage public et avoir une vision à long terme. Travailler sur l'extinction. Donc au début, quand l'action a été écrite, c'était comment on peut aller vers l'extinction et qu'est-ce qu'on va pouvoir éteindre. Et maintenant, c'est pérenniser plutôt l'extinction qui est en cours sur la ville de Niort et travailler sur des optimisations. Et ensuite, on a réduire la pollution lumineuse. Donc c'est quelque chose où on essaye de travailler à l'échelle du territoire de Niort, pas simplement les voiries. Donc on est sur une idée d'un schéma directeur d'aménagement lumière qui va prendre en compte tous les éclairages artificiels. On travaille sur une réflexion avec tous potentiellement les émetteurs de lumière et essayer de limiter les horaires d'utilisation de tout ce qui est publicité. Donc sur Niort, on a voulu savoir quel était le niveau de pollution lumineuse, parce que c'est bien de faire des actions, mais c'est aussi bien de pouvoir les évaluer. Donc on est parti de plusieurs méthodes. Donc depuis le sol, avec un Sky Quality Meter, on mesure la qualité du ciel. Et depuis le ciel avec des photographies. Donc on avait voulu faire des photographies depuis un avion, mais à l'époque ça coûtait 90 000 €, ce qui était assez impressionnant. Alors que maintenant les photos satellitaires, avant plutôt, étaient à 4 ou 5 000 €, ce qui permet de se dire qu'on peut de manière récurrente refaire des photos. Donc les nuisances lumineuses, c'est au-delà de la pollution lumineuse, c'est comment on fait une différenciation en fait entre la pollution, donc, qui est émise, et le ressenti. Donc le ressenti pour la biodiversité, c'est difficile de leur poser la question, mais on peut réaliser des cartes de friction. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez l'hypercentre de la ville de Niort, et on a imaginé pour la loutre son déplacement. Donc on a fait une carte de friction, les endroits où elle peut passer, les endroits où elle ne peut pas passer, et imaginer les différents itinéraires en fonction de ce qu'on enlève ou qu'on remette des luminaires. Et grâce à cette étude, on a vu qu'en supprimant les luminaires le long de Pré-le-Roi, donc il y a tout un itinéraire où on a enlevé des luminaires, on pouvait permettre potentiellement à la loutre de se déplacer sur des itinéraires en plus sur le bord de la Seine. Alors pourquoi la loutre? Parce qu'on appelle ça une espèce parapluie, c'est-à-dire que si la loutre est présente, potentiellement, il y a également tous les animaux qu'elle peut manger qui vont être présents et aussi une flore qui l'accompagne. Donc on est sur une espèce emblématique qui va, si elle est présente, représenter plusieurs espèces. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et puis autrement, pour identifier la lumière chez les particuliers, on a un luxmètre, un appareil qui mesure une quantité de lumière et en fonction d'un niveau, on peut décider s'il y a on peut acter ou non qu'il y ait une pollution ou non lumineuse, une nuisance lumineuse, et en fonction pouvoir faire des actions correctives. Donc le Sky Quality Meter, c'est un appareil qui mesure la noirceur du ciel. Donc c'est de la magnitude par degré carré. C'est une unité de mesure utilisée par tout ce qui va être astronome. Voilà.
Et donc, la technique veut qu'on mesure à partir du centre d'une ville des valeurs tout autour à 4-5 km. Donc, on a fait la première mesure le 9 octobre 2018, avant 23 h. Et on arrive à une moyenne sur 20 de 12,40. Donc, on se retrouve avec un éclairage type urbain et un ciel médiocre. La mesure est en cours ce soir sur la partie avant 23 h et j'irai faire la mesure après minuit ensuite, parce que comme on éteint l'éclairage public, on veut savoir s'il y a une valeur et s'il y a un impact. Donc on ira aussi finaliser ces mesures. Donc 5 ans après, est-ce que l'action sur l'éclairage public a amélioré la noirceur du ciel? On a aussi donc, la photographie aérienne. Donc ça c'est le satellite Silgin. Il a fait une photo le 14 décembre 2021 à 21h50. Donc c'est vraiment l'éclairage direct du ciel, les suréclairements notamment sur les voiries claires, parce qu'on va avoir un phénomène où la lumière va revenir, et l'ensemble des éclairages polluants, quelles que soient les origines. Et par rapport à la carte d'avant, on avait des mesures tout autour de New York par rapport au centre-ville, mais il y a des endroits où ce n'était pas cohérent par rapport à simplement l'éclairage public. Et là, on peut voir en fait qu'au-delà de la ville, on a aussi des émissions. Donc là, on peut identifier la zone de Mendes France. Ici, on a une carrière, par exemple. Donc, quand on est venu faire un point au milieu de nulle part et qu'on avait un manque de noirceur, on s'est posé aussi des questions. Donc ça permet aussi de remettre en perspective les premières mesures. Donc après, on travaille sur des pixels de photos. Donc on a 21 673 pixels sur la ville qui indiquent des émissions vers le ciel. Alors c'est pas 21 000 points lumineux qui gênent, c'est vraiment des pixels photos. Je vais passer sur celle d'après. Donc on va travailler d'abord sur quels sont les premiers pixels qui nous intéressent, c'est ceux qui sont à proximité de la trame verte et bleue et aussi de la trame noire. Donc ce schéma, c'est un schéma j'ai oublié son prénom, Antoine Sordello, il me semble. Romain. Donc Romain Sordello, si vous voulez lire des choses intéressantes, tapez son nom, SORDE2LO. C'est vraiment intéressant de pouvoir, il a une approche vraiment pédagogique sur qu'est-ce qu'est la pollution lumineuse et comment on peut le prendre en compte. Donc quand on parle de trame verte et bleue, elle a un fonctionnement en journée, elle a un fonctionnement à la nuit, à l'aube au crépuscule. Dès qu'il faut savoir est-ce qu'on peut permettre cette fonctionnalité ou on l'empêche avec des luminaires. Donc sur Niort, on a réalisé une trame noire. Donc on a d'abord fait une étude de sensibilité à la lumière des milieux. Donc on est parti des schémas nationaux, départementaux. Est-ce qu'on a une avenue, grosso modo, à mammifères qui passe sur Niort, donc elle a un intérêt particulier par rapport à simplement où nous, elle aurait pu être identifiée comme de la plaine. Et puis en fonction de ça, on a identifié donc, des zones noires où il ne faudrait pas de lumière. Après, les zones grises, c'est une zone tampon. C'est-à-dire que l'animal se trouve dans une zone noire. S'il voit le luminaire qui est dans une zone grise, il risque d'être attiré. Donc pour éviter de vider les zones sensibles, on essaye aussi d'avoir une zone tampon. Donc sur la noire, déjà, on est sur 4783 pixels qui ont été identifiés polluants. Donc ça va être sur cette carte, les petites croix rouges. En bleu et en jaune, vous avez les luminaires d'éclairage public. Et puis, donc, vous voyez la trame en dessous. Donc, pour rappel, la photo a été faite le 14 décembre. Donc, illumination de Noël. Illumination de Noël dans les commerces également. Donc, on est vraiment dans une version où on est au pire. On aurait pu aussi... On n'a pas la date à l'avance, donc on ne peut pas non plus dire aux gens « éteignez, on aura une super photo ». C'est pas l'objectif. Et donc, on était aussi sur la date de livraison de la piscine Pré-le-Roi et des réglages. Donc, par exemple, on a 3680 pixels qui sont simplement liés au réglage qui était en cours sur la piscine Pré-le-Roi. On en a 433 sur domaine public, 426 sur des domaines privés, entreprises, particuliers, associations, et 207 sur parcelles publiques. Donc, on va pouvoir voir ici un stade qui est allumé, par exemple. On a un usage, il y a de l'éclairage, c'est normal. Après, c'est simplement identifier si on peut avoir une orientation différente de l'éclairage. Donc, en termes d'analyse photométrique de la photo, on va mettre ces pixels en perspective par rapport à la photo aérienne, par rapport à la trame noire, par rapport à la trame grise, et on va essayer d'identifier d'où ça vient.
Donc ici, par exemple, depuis sur la station d'épuration, ils ont remplacé tout leur éclairage et l'éteigne de la nuit. Et le fait de pouvoir communiquer en interne dans les collectivités sur ce qu'on a pu voir permet aussi d'aider à mener des actions pour remplacer les luminaires. Et qui ne sont pas que sur la voie. Donc, on analyse la photo, on identifie les sources et les propriétaires, et mais parfois c'est simplement des simples réglages. Donc pour l'instant, on est en train de travailler sur le domaine public, et au fur et à mesure, on va aller vers les entreprises et les associations, et après peut-être qu'on ira jusqu'au domaine privé. Parce qu'il y a eu un arrêté donc, sur la pollution lumineuse en 2018 qui s'applique à l'intégralité des gens qui ont un parking ou qui ont un espace vert. Donc à partir du moment où vous l'éclairez, vous devez suivre cet arrêté. Il n'est pas focalisé sur l'éclairage du domaine public. Donc on m'a demandé de travailler un peu sur le coût énergétique de l'éclairage. C'est un travail qu'on mène donc, au sein de l'Association française d'éclairage et aussi avec le groupe de travail sur l'éclairage, l'Association des ingénieurs territoriaux de France. Donc avant de savoir comment on pollue, comment on consomme, il faut savoir ce qu'on fait. Donc quand on veut éclairer une voirie, on identifie le besoin. On ne dit pas simplement il faut de la lumière. Donc on va déterminer un niveau d'éclairement et on le fait en fonction de différentes caractéristiques. Donc par exemple, est-ce qu'on souhaite que l'éclairage soit uniforme? Est-ce qu'on veut en effet tache, donc du jaune, du noir, du jaune, du noir? C'était une sensation désagréable qui implique que le piéton, par exemple, va être amené à faire un déplacement, il ne va pas se retrouver statique au pied d'un luminaire. On peut avoir cette volonté-là d'avoir un mouvement des gens qui vont être à pied. On ne veut pas qu'ils stagnent, et bien on va travailler sur une uniformité moins importante. On va travailler par rapport à la vitesse. Est-ce qu'on est à 80 km/h, 50 km/h, 30 km/h? En fonction, on n'éclaire pas de la même façon. Le trafic routier, donc on fait des comptages pour savoir quel est le nombre de voitures à la journée. Et en fonction de ces comptages, il y a des niveaux d'éclairement différents. Est-ce qu'on a plusieurs usagers? Est-ce qu'on est que sur de la voiture? Est-ce qu'on est que sur des engins motorisés ou des engins éclairés? Ou est-ce qu'on a du piéton? Est-ce qu'on a des sorties d'école? Est-ce qu'on a des commerces? Et puis est-ce qu'on a des obstacles? Donc une fois déjà qu'on a déterminé quel est le niveau qu'on pourrait obtenir ou souhaiter, on regarde aussi dans quel endroit on se trouve. Est-ce qu'on est à proximité de la trame verte et bleue? Est-ce qu'on est à proximité de la trame noire et trame grise? Est-ce qu'on est dans une zone avec des contraintes architectes des bâtiments de France? Et en fonction, on peut définir notre mode de fonctionnement, la température de couleur. Donc tout à l'heure, quand elle parlait des différents types de sources, on va pouvoir déterminer si on éclaire en rouge, en orange, en jaune ou en bleu, par exemple. Et quelle est la forme du luminaire qui est autorisée dans ce secteur? Sachant qu'un luminaire plat, non visible, est au mieux pour la faune, mais il faut quand même aussi avoir un espace à vivre qui corresponde au patrimoine. Donc on a travaillé sur le bilan carbone de l'éclairage public. Alors c'est compliqué à mettre en place, mais on reste sur le principe éviter, réduire, compenser, que vous pouvez avoir de manière générale pour toutes les démarches de bilan carbone. On peut trouver sur EcoPassport et puis l'Association pour la transition bas carbone certaines fiches sur certains luminaires. Et autrement des choses très expliquées, mais très peu pour l'éclairage extérieur, donc on travaille là-dessus. Mais on peut identifier déjà une consommation énergétique en CO2 par rapport à 10 kWh, et à partir de là, on fait des équivalences. Éviter, réduire, compenser, c'est aussi penser à la maintenance. Si on fait une maintenance préventive, c'est-à-dire qu'on remplace toutes les ampoules avant qu'elles tombent en panne, on a peut-être un meilleur niveau de service, mais potentiellement, on a engagé des voitures sur la route pour aller remplacer des lampes qui fonctionnent. Et on crée un déchet plus tôt. Si on est sur de la maintenance curative, donc quand le luminaire est en panne, si on déclenche un dépannage à chaque fois qu'un luminaire est en panne, à chaque fois on envoie une voiture. Et puis si le luminaire à côté tombe en panne juste après, on a fait plusieurs chemins en voiture. Alors la question s'est posée à la ville de Niort sur est-ce qu'un dépannage ou un signalement doit faire l'objet d'un dépannage dans les 2 jours, 3 jours? Quel est le délai qui est acceptable et quel est le délai qui est aussi environnementalement intéressant? Et donc, je résumais le transport et le parcours des véhicules sur le temps de la vie du luminaire. Il y a les travaux initiaux donc, de mise en œuvre de l'éclairage et des réseaux, et puis les travaux de renouvellement qui sont pris en compte.
Donc on est sur 25 ans en moyenne pour une durée de vie d'un luminaire. Donc actuellement, il y a des tests qui sont menés par le CERS et pour essayer de pouvoir comparer différentes solutions, ils ont mis en place un postulat avec des hypothèses de base et à partir de là, ils ont fait modifier certaines choses. Donc un bilan carbone total est meilleur sur 20 ans si on fait une rénovation en une seule fois. Sauf que ça veut dire qu'il faut pouvoir investir en une seule fois sur l'intégralité d'une commune, d'une entreprise, et d'être en capacité de refaire ce même investissement dans 20 ou 25 ans. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est réalisable pour les collectivités. Ce qui a été montré par contre, ça me permet de rebondir par rapport à la personne et sa vitrine, c'est qu'une extinction de plus de 5 heures sur quelque chose qui a été rénové, qui est en LED, réduit le bilan carbone. C'est-à-dire qu'en fait, oui, la facture énergétique, il ne voit pas forcément la différence, mais en termes de carbone et par rapport à la dépense, le kilowattheure évité a un impact positif sur ce bilan carbone. Tu pourras lui répondre. Donc sur la ville de Niort, donc quelques chiffres, nous la puissance moyenne est passée de 105 à 56 watts de 2017 à 2022, pour une puissance moyenne sur la France en 2020 de 140 watts. On a économisé depuis 2018 au moins 164 tonnes de CO2, donc en équivalence ça fait la consommation de 332 foyers français, 2% de la population de Niort. Voilà, et donc pour continuer à économiser, on travaille sur les watts et sur les heures. Donc sur les heures, c'est les horloges astronomiques, c'est l'extinction, c'est la détection de présence. Sur les kilowatts, c'est l'utilité, la rénovation par des LED, le relamping par les LED aussi. Et puis on a aussi potentiellement la gradation. Donc quelques autres chiffres. Donc sur la part des luminaires sur la ville de Niort, on avait avant donc, des vapeurs de mercure, c'est des luminaires qui émettent une lumière très bleue. Donc cette part-là a disparu, du camembert de gauche au camembert de droite. On a les luminaires sodium donc, qui sont en vert, qui éclairent plutôt dans le jaune, donc qui ont diminué parce qu'ils avaient aussi des fortes puissances. On a les éclairages à iodure métallique. Donc ça c'est une technologie qui est apparue dans les années 2000. Donc on commence à en remplacer, mais pas encore énormément. Qui est une lumière émise assez aussi dans le bleu, mais qui consommait moins. Donc c'est aussi pour ça qu'elle a pris le pli à l'époque sur le sodium. Et puis les LED qui prennent en fait une part plus importante. Donc quand la ville a décidé de rénover son patrimoine en 2017, elle a, au vu du poids qu'elle pouvait avoir, forcé les fabricants à faire des LED en 2700 Kelvin. Maintenant, c'est un standard, mais en 2017, quand on a demandé du 2700 Kelvin pour 2, et la commande c'était 2000 luminaires, mais il fallait tenir face aux fabricants qui n'étaient pas prêts. Donc c'est là les textes actuellement qui sont en train de travailler sur les zones naturelles. Moi je vois au niveau national, les échos qu'on peut avoir, c'est de diminuer encore les niveaux les températures Kelvin, et le 3000 Kelvin serait par exemple pris également. Alors que les premières LED étaient en 4000, en 5000 Kelvin, et donc ceux qui ont fait des économies d'énergie dans un premier temps, parfois, en fait, c'est au détriment de la qualité de la lumière. Sur la ville de Niort, on a 61% des luminaires qui sont éteints la nuit. Donc on a eu une campagne en 2020 et en 2021. On a supprimé des luminaires, ça a aussi questionné leur utilité. Donc on a 325 luminaires, et on en a rénové 4615, donc depuis 2018. Là, vous pouvez voir, c'est l'histogramme de consommation sur la ville de Niort, donc en gigawattheure. Donc, on était à plus de 6 gigawattheures en 2016, et puis à l'heure actuelle, on est un peu moins de 2,5. Et vous voyez que les campagnes d'extinction de l'éclairage permettent de réaliser des marches sur la descente, mais que la descente était déjà en cours, et que l'extinction n'empêche pas la rénovation. Et les deux peuvent aller de pair, peuvent donner du souffle, mais la rénovation est importante. Donc les actions en cours, donc on vous parlait tout à l'heure du schéma directeur d'aménagement lumière. L'idée c'est de faire quelque chose qui donne des orientations générales sur tous les types de lumière. Pour donner aussi des orientations, je pense que tout le monde est perdu dans le rayon ampoule des grandes surfaces, entre les différentes choses qui vous sont indiquées. Alors ce document ne va pas vous aider, mais pour tous ceux qui vont aménager un espace, c'est se poser les bonnes questions.
Et puis après, c'est travailler sur des documents spécifiques. Donc pour l'éclairage public, par exemple, on a un document spécifique. Et puis les autres, mais c'est pas les faire tout seul, c'est aussi travailler avec les personnes du bâtiment, nous dans nos services, et puis aussi pourquoi travailler avec les commerçants ou les associations sur des orientations. On a intégré l'éclairage aussi dans le PLUI, donc il y a une OEAP sur l'habitat, et l'enquête publique a dû terminer, et dedans on parle d'éclairage. On parle d'une étude d'éclairement est nécessaire si on veut éclairer une voirie. On n'éclaire pas un espace simplement en mettant des points, on réfléchit à comment on les positionne. Et puis on a ce groupe de travail en 2022, on a commencé avec les associations, entreprises et particuliers, donc issus de New York Durable 2030 et des premières actions qui ont été faites en 2017. Et puis cette année, on a réuni les agents de collectivité pour avancer sur le sujet également. Donc les actions en cours, donc je les ai listées comme ça. Les commerces, donc une communication, une sensibilisation, parce que ce qui est intéressant avec Pascal, c'est qu'en fait DSNE a travaillé sur un même sujet que nous, et donc on a pu travailler ensemble. Et puis c'était une campagne qu'on avait déjà menée en début 2016 en hypercentre. On avait posé cette question de la lumière parce qu'on avait besoin de mesurer la qualité de la lumière sur la rue Victor Hugo, et on avait tout éteint et on avait toujours des valeurs, et donc on avait été obligé d'aller vers tous les commerces pour leur demander s'ils pouvaient éteindre sur une certaine nuit, parce qu'il faudrait qu'on vérifie que l'éclairage du domaine public par l'éclairage public était suffisant. Donc il y a beaucoup d'enseignes en fait qui à l'époque ne savaient pas où était le bouton pour éteindre. Donc c'est aussi ça, c'est que la taille des commerces des fois augmente, et c'est plus une manque de connaissances qu'une volonté de laisser allumer. On a travaillé aussi sur le mobilier publicitaire, donc les enseignes lumineuses, avec un règlement local de publicité qui indique maintenant que les publicités lumineuses sont interdites. Donc ils ont plusieurs années pour se mettre en marche, mais ça va faire disparaître certains types de publicités lumineuses. Tout ce qui va être mobilier publicitaire, donc les abribus par exemple, c'est pareil, il va y avoir 1 heure d'extinction. Et donc ça, c'est dans ce document, dans le règlement local de publicité, où la ville a décidé de mettre ça en place pour forcer au-delà de la loi, contraindre au-delà de la loi les horaires sur ces équipements qui ne sont pas de sécurité. On a aussi tout ce qui est illumination, donc on a des extinctions des illuminations de Noël, par exemple. On éteint aussi certains luminaires en parallèle des illuminations de Noël pour pouvoir voir plus les illuminations, et parce qu'elles éclairent également le domaine public. Et puis on a tout un parcours lumière, tout ce qui est mis en lumière, qui est éclairé. Donc il y a une partie qui est éteinte à 23h et d'autres qui sont simplement supprimées. Donc comme une suppression ça coûte de l'argent, des fois ils sont déjà désactivés dans un premier temps. Alors une suppression ça vous demande de l'argent parce qu'un encastré de sol, je vais un monsieur qui fait une tête bizarre, donc j'explique. Une suppression, c'est enlever un dispositif électrique, mettre en place un nouveau boîtier, refaire une dessus de sol. Donc on peut être sur du pavé, donc acheter des pavés, on peut être sur un enrobé clair, on peut être sur un enrobé tout simple, ou on peut être sur un espace vert, mais quoi qu'il arrive, il y a une action de consignation d'une armoire électrique, il y a du temps à y passer, donc souvent en fait on commence déjà par désactiver. Et puis on a aussi donc, sur l'éclairage public et sur la CAN aussi des travaux de rénovation, et puis nous sur la ville on travaille donc à des suppressions quand on a plusieurs luminaires qui éclairent le même espace, des actions correctives sur l'orientation des projecteurs, l'orientation de la lumière, les puissances, des programmations, les extinctions, la détection. Voilà. On essaye de travailler sur toutes les possibilités. Les éclairages sportifs, donc il y a des travaux de renouvellement, pareil, avec des études d'éclairement. Une sensibilisation des usagers aussi qui est nécessaire, parce qu'on n'éclaire pas de la même façon un terrain de sport quand c'est un entraînement scolaire ou que c'est un entraînement de National 1. Il y a des réglages aussi qui sont réalisés. L'éclairage des bâtiments publics aussi, il y a aussi des programmes de rénovation, donc je sais qu'ils ont refait des éclairages par exemple dans des salles de basket. On n'y pense pas, mais quand il y a 48 luminaires de 500 watts, d'un seul coup, la pièce consomme plus que le quartier. Donc il faut aussi se poser la question de rénovation aussi à l'intérieur des bâtiments. Et puis les mises en lumière des bâtiments. Donc elles ont des fonctionnements très ponctuels à l'heure actuelle. Voilà. Et donc je vous invite autrement à aller sur l'OFB
qui a fait un petit article sur l'unité des éclairages extérieurs chez soi pour préserver les espèces végétales et animales. C'est toujours intéressant à voir. Il est là, si vous voulez, je vous l'ai ouvert. Et donc ça permet, il y a un petit film qui vous explique, et puis un petit peu qui met en perspective les différentes possibilités qu'on peut avoir chez soi, donc d'éclairer de différentes façons. Donc c'est aussi se poser cette question, ça me fait plaisir, mais est-ce que je peux l'éteindre? Moi personnellement, j'ai des luminaires, je vais rentrer chez moi ce soir, le luminaire, j'ai une télécommande, je l'ai calibré en 2200 Kelvin, et quand je vais arriver chez moi, il ne m'aura pas attendu toute la nuit, je vais prendre ma télécommande et je vais la faire on, et j'ai juste eu à mettre ma télécommande dans ma voiture. Donc on peut aussi y réfléchir en individuel. Il y a tellement de choses possibles sur Internet, c'est vrai qu'après c'est compliqué parfois de s'y retrouver. Ouais. Merci Morgane. Peut-être donc dans un troisième temps, il serait intéressant que Guillaume nous présente aussi un peu les actions qui sont faites au niveau d'une entreprise comme la Maïf, qui a une surface, en particulier de parking, mais aussi de bâtiments très importante. Et il y a quelques années, la Maïf, on la voyait en passant le long du boulevard. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir ce soir, finalement, on éteint. Et comment s'est fait finalement cette transition et quels sont les impacts de cette transition? Bonjour à tous. Ah, ça marche pas. Je pense que c'est bon, vous m'entendez? Non. Oui, effectivement, l'impact, c'est que on trouve pas la salle. Ça, on l'a vu ce soir. Ça c'est à 20h et 20h30. Non, mais après, c'est vrai que passer après vous, c'est un peu difficile parce que à la Maïf, on a un peu moins de ce sujet-là parce que on est un peu moins impactant que la ville de New York quand même sur la pollution lumineuse. Néanmoins, je pense que si je t'ai bien écouté, le moindre éclairage, de toute façon, on peut avoir un impact, et un impact important. Tu disais un luminaire sur un corridor où passent des animaux la nuit, ça peut être très impactant. Donc voilà, c'est pas anecdotique. Je me disais, nous, ce qu'on a mis en place, c'est notamment nos enseignes, on ne les éclaire plus la nuit. C'est pas pour la consommation électrique, parce que la consommation électrique d'une enseigne LED, c'est très faible. Par contre, effectivement, pour la pollution lumineuse, c'est impactant. Et puis en plus, on s'est dit, la Maïf, on a dans notre plan stratégique d'avoir un impact positif sur l'environnement. Et du coup, on s'est dit, si nous on était en enseigne, peut-être que ça va en inspirer d'autres. Et ils vont se dire, effectivement, une enseigne éclairée la nuit, c'est presque attirer les clients. Et puis, si les autres le font, c'est possible de le faire. Voilà, c'est des choses qu'on a mis en place. En fin de compte, il y a des choses qui ont été mises en place il y a déjà un moment. Moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi à peu près, on va dire, sur la partie énergie, à la Maïf. Il y a des choses qui ont été mises en place sur la partie éclairage extérieur, notamment du siège, qui a été rénové en 2017. Je sais que tu m'as dit tout à l'heure que tu avais participé un peu, on a eu un travail en commun sur le secteur. Voilà, avec ma collègue Laureline sur ça. Et donc les principes que vous avez évoqués ont été en tout cas en grande partie mis en place, notamment l'éclairage qui éclaire au sol. À l'époque, c'était des boules lumineuses qui éclairaient en fin de compte tout autour, comme tu montrais sur le schéma, tout autour sauf la partie en dessous du luminaire. C'est pas très efficace, ça éclairait les arbres, c'était peut-être joli, mais bon, je pense pas indispensable. Et effectivement, on le voit aujourd'hui, les luminaires éclairent vraiment le sol. C'est pas compliqué, il faut juste se poser les bonnes questions au bon moment. Et puis, les choses ont évolué, comme sur les fabricants. On voit de plus en plus de luminaires qui éclairent le sol, avec températures de toutes couleurs qui ne sont pas du tout les mêmes qu'avant, effectivement, au début du LED. Voilà, donc nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est beaucoup d'actions sur l'éclairage intérieur, parce que c'est d'une part la plus grosse consommation au niveau de l'éclairage. Par contre, ça a vraiment un impact, et si j'ai bien compris, c'est un impact quand même parce que c'est visible de l'extérieur et donc ça peut aussi perturber les animaux sur en tout cas le début de la nuit, parce que nous la plupart de nos bâtiments ne sont pas occupés, la grande majorité, quasiment la totalité, ne sont pas occupés la nuit. L'éclairage extérieur, on a eu un impact quand même, qui est un impact qui n'est pas que sur l'éclairage, notamment on éclaire beaucoup moins tard qu'avant. Tu m'en parlais tout à l'heure, tu disais que l'enseigne était éclairée le soir et on éclairait beaucoup plus tard aussi avant. C'est qu'on avait des personnes qui travaillaient aussi la nuit, notamment les personnels d'entretien qui font le ménage dans le locaux. Ils travaillent la nuit. Ça a changé il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un impact
non pas, pas seulement sur l'éclairage, donc parce qu'on éteint l'éclairage plus tôt, parce qu'on est obligé d'avoir sur nos parkings un éclairage pour que les personnes puissent aller jusqu'à leur véhicule, c'est une obligation dans le code du travail. Mais ça a eu un impact aussi sur leur vie à elles, parce que du coup elles rentrent plus tôt le soir chez elles, donc elles voient plus leur famille aussi le soir. Donc tout ça c'est plutôt vertueux, ça a été vertueux sur la pollution lumineuse, mais ça a été aussi vertueux sur des personnes qui retrouvent un rythme de vie un peu plus, on va dire, entre guillemets, normal. Et donc au niveau sociétal, ça a aussi un impact. Donc sur nous, animaux, pas sur la pollution lumineuse, mais sur notre rythme de vie aussi. Et voilà, après toutes les actions qu'on mène sur l'éclairage intérieur, ça revient un peu à ce que vous dites, hein, je vais pas répéter, hein, mais éclairer bien au bon endroit, aux bons besoins aussi, hein, parce que la plupart du temps, on éclaire, en fin de compte, les études qui sont faites au début des aménagements intérieurs, par exemple, sont faites pour éclairer 2 à 3 fois plus que le besoin. Voilà. Ils disent on remet des luminaires, de toute façon ça éclairera comme il faut, enfin, vous aurez assez de lumière, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, nous, c'est pas ce qu'on demande. Hein. Dans nos référentiels travaux qu'on a, on dit nous, on veut que vous éclairiez, mais par contre, pas plus que le besoin. Et ça, c'est un peu difficile parfois pour les entreprises. Ça commence à changer, parce que aussi, on matraque le message, hein, on est obligé de le répéter, et puis au bout d'un moment, quand on leur fait faire 3 fois l'étude, ils en ont marre, et ils vont se dire bon, on va peut-être la faire bien cette fois-ci. Sur le siège, c'est le cas parce qu'on utilise souvent on travaille souvent avec les mêmes entreprises, on utilise les mêmes standards. Sur leur siège, on essaie de donner des idées d'implantation luminaire aux entreprises parce qu'ils ne sont pas habitués à entendre ça. J'en ai entendu des entreprises qui disaient mais c'est la première fois qu'on me demande ça, nous on met assez de luminaire et puis les gens sont contents, mais c'est pas forcément le besoin qu'on a. On gaspille des ressources naturelles, hein, parce que les luminaires c'est une matière électronique qui fait énormément de déchets et du coup qui ont une durée de vie aujourd'hui un peu plus importante, hein, on peut dire 20 ans, mais bon on n'a pas encore pu le constater, mais 25 ans. Mais ce qu'il y a, c'est que si on met 3 fois plus de lumière, c'est 3 fois plus de déchets, 3 fois plus de consommation et pas forcément un rendu qui est à l'attente des occupants. Voilà. Donc en tout cas, moi je suis heureux d'avoir pu entendre cette conférence. La Maïf a du coup, je disais, la volonté de baisser son impact environnemental, mais aussi le fait d'accueillir des conférences comme ça, c'est aussi de pouvoir transmettre ces messages qui vont ensuite faire des petits et puis du coup avoir un impact, parce que l'impact environnemental il est pas que personnel, ni quand je dis personnel aussi pour l'entreprise, et l'impact environnemental il est sur le global, hein, de ce que la planète va faire, enfin en tout cas nous allons faire sur la planète, donc du coup si ça peut en inspirer, en tout cas on est heureux d'avoir accueilli la conférence et puis c'était super intéressant, merci en tout cas. Ça m'a appris des choses, j'ai pris des notes et ça va me servir aussi. Moi, ça m'a en tout cas inspiré aussi pour faire mieux dans nos aménagements, en tout cas d'éclairage. Je propose que l'on passe finalement aux questions. Donc, avez-vous des points sur lesquels vous souhaitez avoir des éclaircissements ? Je vous remercie pour tous ces points de vue. Bon, ceci dit, là, nous ne sommes que des particuliers, donc notre impact sur la chose risque d'être minime, si on en est conscient. Vous avez parlé de publicité lumineuse. Je me souviens, il y a quelques mois, sur le journal, j'avais vu, alors c'était suite à une maraude ou pas, les grands panneaux publicitaires lumineux qui sont à l'entrée de Niort, route de Nantes, et à la sortie de Niort, route de Parthenay. On avait accusé ces panneaux qui, effectivement, même en plein soleil, vous voyez tout, donc ils étaient hyper consommateurs de lumière, d'électricité. Donc je sais qu'ils y sont encore. Est-ce qu'ils sont éteints à 1h du matin? Je ne sais pas, parce que moi je ne passe pas là-bas à 1h du matin. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, j'ai bien noté effectivement que ce qui a été engagé à la ville de Niort a fait baisser de façon significative la consommation. Et c'est très bien, mais comme je suis là aussi en tant que contribuable, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne en termes de coûts, parce que c'est pas négligeable non plus.
Et la dernière chose, donc vous avez dit, quand on supprime un éclairage, ça coûte des sous, donc c'est moi qui ai fait la thématique, vous avez compris. Donc là aussi, j'aimerais autant que vous me disiez, c'est plutôt un investissement qu'un coût. Si vous êtes capable de me dire, ça va nous coûter 500 balles pour débrancher la boîte et on aura récupéré dans 2 mois. Et dans l'avenir, est-ce qu'il n'y a pas des... Il y a sans doute des moyens techniques qui, quand on pense dès le début, lorsqu'on veut débrancher un éclairage, il n'y a pas besoin de décaisser, de débrancher, de remettre une sécurité, des choses comme ça. Il doit y avoir des moyens techniques où, en appuyant sur un bouton, on peut supprimer un éclairage sans avoir à se déplacer matériellement. Voilà mes petites réflexions. Alors, j'ouvre en direct le logiciel de suivi d'énergie. Il y a celui-ci qui marche. Celui-là fonctionne. Oui. Donc, ce serait merveilleux si tout l'éclairage était interchangeable et si c'était tous mis d'accord sur la même version de la douille, la même version du connectique. C'est pas forcément le cas. Sur les LED, ça a mis du temps, mais il commence. On va pouvoir certaines pièces qu'on va pouvoir interchanger d'un luminaire à l'autre. Voilà. Là, je vais vous mettre la consommation. Donc, on a l'énergie et on va repasser. Voilà. Je peux mettre 2015, mais on a changé de fournisseur d'énergie, donc on avait des soucis sur les factures. Je vais vous le mettre à l'année. Donc là, ça c'est les gigawattheures. Et les euros. On les a là. Et vous allez voir qu'en fait, ça diminue, mais pas de manière aussi importante que les kilowattheures. Parce que on a l'énergie qui augmente. Après, là, vous voyez, la facture, elle est annoncée à 330 000 pour 2022. Sur les modèles, on est plutôt à 1 200 000. Si on était sur les mêmes kilowattheures. Donc là, l'économie ne se voit pas énormément, mais elle existe. J'ai juste une chose, parce que quand on parle d'éclairage public, je me souviens d'avoir lu qu'il y avait une ville, je ne sais plus laquelle, qui avait des éclairages publics qui se déclenchaient au passage. Donc je ne sais pas si c'est amortissable ou pas, ces choses-là, mais c'est une solution pour demander tout le monde. Il passe du monde, j'éclaire, il passe personne, c'est éteint. Alors il faut quand même penser à l'habitant qui habite sous le luminaire, qui lui, à chaque fois que quelqu'un passe, est au courant quand il a sa fenêtre ouverte. On a aussi en fait un système où l'éclairage public, c'est dehors. Donc un luminaire en plein soleil l'été, il fait 50 degrés à l'intérieur, et l'hiver, c'est humide et on est en basse température. À partir du moment où on met de la technologie plus importante, c'est comme si on mettait son PC sur son pare-brise de voiture et qu'on attendait à ce qu'il fonctionne correctement toute l'année. Il y a potentiellement c'est du matériel fragile. À partir du moment où on met de l'électronique, un peu plus d'informatique, c'est aussi trouver le bon équilibre en se disant oui, je vais pouvoir avoir ce service-là, mais dans 2 ans, il faut que je change certaines pièces. Et finalement, c'est pas forcément un service rendu. Et on va être sur de la détection de présence, par exemple, le tunnel, il y a un tunnel entre la rue Clémenceau, au niveau de la SNCF, où lui, il fonctionne 24/24. Alors, on est en train de mettre de la détection de présence, parce qu'on a une entrée, on a une sortie. À partir du moment où on a une entrée et une sortie, ça peut fonctionner. On a les zones de terrain de tennis, c'est pareil, les gens rentrent tous à peu près au même moment pour leur entraînement, puis au moment de la sortie, il n'y avait pas d'éclairage parce qu'on éteignait. Donc là, il y a un système où quand ils sortent, il y a une détection de présence au niveau du bâtiment et ça allume le parking. On peut le faire sur des usages particuliers parce qu'on ne va pas avoir sur une mise en fonctionnement permanente. On a certains éclairages aussi solaires qu'on a en place qui sont sur détection de présence et avec coupure nocturne. Parce que si on dit simplement ça détecte et à chaque fois que ça détecte on met de la lumière, soit on va pouvoir créer des zones où on va avoir une population jeune en plein été qui va se dire que c'est intéressant parce qu'ils peuvent faire du bruit, ils sont en extérieur, mais il y a quand même des riverains. Donc des fois on peut avoir des soucis en fait de personnel qui se regroupent. Après ça peut être un choix en leur disant ils peuvent se regrouper à certains endroits, ils ne seront pas ailleurs, mais voilà, en fonction, on ne peut pas généraliser. Et puis à certains endroits, moi dans la commune où j'habite, parce que j'habite pas à Niort, l'éclairage public il s'allume à 6h30, juste pour les scolaires et que de
à partir de mi-octobre à mi-avril, et le matin à 6h30, et le soir il est éteint à 21h. Parce qu'ils ont identifié que le besoin c'était pour les scolaires, l'éclairage. Que dans les villages, au final, on peut peut-être garder notre lampe de poche, comme quand on va au fond du jardin. Mais voilà, l'éclairage public est un service public, et il a des horaires de fonctionnement, et quand il fonctionne, on essaye que ce soit un éclairage de qualité. Non, ça fonctionne. Bon, on est à Niort, mais moi je vais parler de la ville de La Crèche, où j'ai acheté il y a une dizaine d'années. Et en fait, j'habite très proche de la zone logistique, où voilà, on est vraiment très impacté par les nuisances lumineuses et sonores. Et j'aimerais savoir à notre niveau ce que l'on peut faire. On avait pris rendez-vous avec l'ancienne municipalité qui nous a un peu pris de haut et qui ne trouve pas de solution à part le fait que ça ramène de l'emploi. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que nous on peut faire. On a souvent appelé des entreprises directement la nuit en se plaignant du bruit des camions, etc., de la lumière, parce qu'en fait c'est des entreprises qui font 20 mètres de haut avec des spots qui éclairent à l'horizontale. Donc on s'est plaint à plusieurs reprises et à un moment donné, il y en a certaines d'entre elles qui ont réduit un petit peu l'éclairage, mais c'est pas suffisant et on le voit bien lorsqu'on prend l'autoroute ou lorsqu'on arrive à la crèche qu'il y a une lumière impressionnante. Et c'est exponentiel parce qu'il y a 10 ans quand j'ai acheté, il n'y avait pas autant d'entreprises et voilà. Donc j'ai bien entendu ce que vous faites. C'est intéressant parce que peut-être qu'on peut aussi y participer ou sensibiliser aussi. Alors reprendre peut-être contact avec la mairie, mais ils nous envoient souvent vers la communauté de communes. C'est pas la ville de La Crèche qui gère cette zone. Alors, juste une petite réponse, mais normalement une collectivité a une obligation de réponse par rapport à ça. Si la réponse c'est que ça apporte de l'emploi, ben c'est sans doute vrai aussi. En termes d'orientation d'éclairage, à moins d'avoir une zone naturelle vraiment tout proche, ou que vous puissiez faire des mesures à l'intérieur de votre maison sur le niveau lumineux, avec un luxmètre. Alors il y a certaines applications de luxmètre qui existent sur les téléphones, vous pouvez en avoir. Si vous êtes supérieur à 3, mais au moins supérieur à 5 lux, normalement c'est la valeur consensus au niveau national sur le fait qu'il y a une obligation d'action. Alors un clair de lune, c'est un luxe. Donc voilà, c'est pour vous donner une petite ordre d'idée. Là, potentiellement, il faut être accompagné d'associations. Après, le bruit, c'est aussi quelque chose où les gens ont pris conscience. On a eu d'abord la pollution lumineuse et maintenant on a le bruit. Et le bruit gêne aussi la biodiversité que l'être humain. Et c'est quelque chose qui est en cours de travail sur le bruit. Mais moi, je sais qu'il doit y avoir un observatoire lié à ça. Mais je pourrais pas. Sur la pollution sonore, ouais, il me semble. Mais ça, je pourrais pas vous donner de billes. De cette nature environnement à tel des éléments. Après, voilà, c'est peut-être aussi venir sur un côté de sensibilisation. Nous, je sais qu'on avait essayé, qu'on voit passer des permis de construire avec potentiellement des parkings ou avec des grands mâts, essayer de discuter avec les entreprises, savoir si on peut pas faire autrement. Mais sur des mâts plus petits ou avoir une mise en place de haies, mais c'est vraiment au cas par cas et on n'a pas forcément une visibilité sur chaque chose qui passe. Donc je suis désolée, je suis pas sûre qu'on puisse beaucoup vous aider, nous à notre échelle sur la mairie. Après par contre ça peut vous donner des idées par rapport aux associations, faire des constats, etc. On vous entend quand même. Les gens sont studieux, on vous entend. J'ai une question beaucoup plus légère. Est-ce que nos petites lampes solaires qu'on met sur les terrasses, dans nos jardins, ça peut gêner des animaux? Oui,
oui, ça gêne, parce que c'est un point supplémentaire et c'est une espèce qui va venir voir ce que c'est au lieu de se déplacer sur son rythme naturel, donc ça va la perturber. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que normalement c'est du matériel chinois et au bout de 2 ans, vous allez le jeter, donc ça va perturber pas très longtemps. Le principe, c'est que oui, si ça dérange, et donc finalement, si vous en profitez, vous l'année, surtout l'été, gardez-les chez vous, dans un carton pour le printemps-automne, pour quand les espèces sont les plus actives, si vous en profitez vraiment juillet-août. Et puis, si vous partez en vacances 1 mois et demi, enlevez-les, quoi. Laissez la place dans votre jardin quand vous n'êtes pas là sur la version nuit, parce que les espèces de jour peuvent en profiter, mais les espèces de nuit, pas forcément. Après, tout ce qui est détection de présence, c'est bien. Par contre, les chats adorent la détection de présence. Donc au final, des fois c'est contre-productif si on essaye de faire des économies d'énergie. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des chats qui tendent des pattes pour allumer des lumières. On essaye toujours de faire des choses bien, allumer quand on a besoin, essayer de trouver un équilibre. Voilà. Après, c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir mettre en scène son jardin, mais peut-être se dire que ça soit ponctuel. Moi j'ai un avis quand même sur les luminaires solaires sur batterie là qu'on peut trouver effectivement dans les grandes surfaces. Alors en termes environnemental, en termes environnemental, oui c'est chinois, c'est un panneau solaire, on se dit que c'est des énergies renouvelables, donc le panneau solaire il faut le fabriquer, donc c'est très polluant, hein. Les composants électroniques, il faut savoir que c'est je crois 400 fois plus de déchets que ça représente en fin de compte 400 fois plus de déchets en volume. Pour avoir un petit panneau solaire comme ça, faut s'imaginer 400 panneaux solaires en déchets. Et ensuite, c'est des luminaires qui tiennent pas dans le temps, hein, parce que comme tu disais, matériel électronique qui, avec les différences climatiques, ça vieillit très mal. Et en plus, ils ont des batteries intérieures, donc les batteries, ça a une durée de vie limitée. Elles sont souvent pas changeables, voilà, ça ne change pas, donc on sait qu'au bout de 5-7 ans maximum, si on a vraiment de la chance, on peut regarder cette durée-là, mais pas plus. Et puis les batteries, ça a un impact environnemental qui est vraiment pas bon, donc en fait en termes de durée de vie, c'est pas du tout vertueux. Et après, si on parle pas de pollution lumineuse, hein, je parle juste de produits, voilà, faut éviter des produits qui sont plutôt jetables, avec un impact environnemental qui est important. Voilà. Contrairement à un luminaire qui peut être branché sur une prise, l'impact environnemental est beaucoup moins important. Voilà. Juste une question. Je crois que si j'ai bien retenu, vous avez expliqué qu'il y avait 60%, 66% d'éclairage public qui était éteint la nuit sur Niort. Est-ce qu'on peut imaginer que demain 100% de l'éclairage soit éteint ? Alors en fait, il y a eu une étude en 2017 sur quelles zones de lumière pouvaient être éteintes en fonction des études de circulation. Donc l'entreprise est déplacée de nuit pour essayer d'identifier les secteurs qu'on pouvait éteindre et par rapport aux circulations qui existaient de manière nocturne. Donc, sur le périmètre où on est à l'heure actuelle, on est au plus proche de ce qui avait été étudié. On a encore une possibilité d'éteindre, on va dire, en dentelle, c'est-à-dire certains parcs dans certains quartiers qui ne sont pas encore éteints. Mais par rapport à la circulation nocturne qui existe, de piétons ou de vélos, on n'est pas en train de parler de la circulation voiture, il y a quand même une vie qui existe encore un peu, qui existe sur Niort la nuit. Et donc sur certains secteurs, par exemple l'hypercentre qui n'est pas éteint, on procède à la gradation nocturne. Donc on a des éclairages, donc soit par un système de télégestion centralisé qui permet de dire à l'éclairage tu t'abaisses ta consommation en avance. Là, cela on peut, si on avait de nouveau un pic énergétique, un besoin, les passer en off. Et il y en a d'autres où ça va être l'élément électronique qui le commande, qui lui dit au bout de 3 heures d'allumage, tu grades. Donc ceux-là, si on les éteint, ils vont en fait pas comprendre que le matin il y a une nuit et le soir il y a une nuit. Donc en fait ils vont en version gradée chaque fois qu'ils fonctionnent, et donc on va pas avoir l'effet voulu. Un luminaire qui doit se grader par exemple est à 30% en cœur de nuit, et il va comprendre qu'il est en période de gradation quand il allumait que les 2 heures de début de soirée et les 2 heures de matinée. Donc on a des technologies qui ne le permettent pas forcément. Donc c'est aussi pour ça que certaines communes qui ont opté pour la gradation ne peuvent pas opter pour l'extinction. Est-ce que vous dites pour des questions de circulation piétonnaire, mais parfois on entend aussi parler que c'est pour des raisons sécuritaires? J'ai quelqu'un qui va intervenir derrière.
Bonsoir à tous. Effectivement, Morgane m'avait présenté en introduction, mais moi je ne me suis pas présenté. Donc Dominique Six, adjoint au maire, est justement en charge de l'éclairage public. Je travaille avec Morgane depuis 2014, donc je connais bien le sujet. Non, dans une ville de taille moyenne comme la nôtre, il est illusoire de croire qu'on pourrait faire 100% d'extinction nocturne. Ne serait-ce que parce qu'en fait, ce qui est au-delà de la circulation, comme en parlait Morgane, il y a aussi les usages qu'il faut prendre en compte. C'est bien pour ça qu'effectivement, quelque part, le centre-ville a été, si je puis dire, sacralisé. À la marge, on peut encore aller chercher dans ce cadre-là qu'elle parlait de la dentelle. Et pour le coup, effectivement, pour le centre-ville, sans doute que la gradation est beaucoup plus adaptée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on diminue l'intensité lumineuse, mais de toute façon, il y aura des déplacements toute la nuit dans le centre-ville. Après, effectivement, je n'aime pas lier insécurité et extinction, puisqu'en fait, ça a fait partie des freins qu'il a fallu qu'on lève pour pouvoir mettre en place l'extinction. Alors qu'effectivement, quand on est une commune rurale, je ne suis pas sûr que monsieur le maire, il ait fait le tour de toutes les pop-up pour dire à partir de la semaine prochaine, on éteindra à 22h, à 23h ou à minuit. Pour le coup, on est sur une ville de 60 000 habitants, donc il y a de multiples usages. Et alors pour revenir à l'insécurité, ce qu'on sait des cambriolages, même si on n'a pas forcément énormément de chiffres, en gros, quand on écoute les forces de police, 80% des cambriolages se produisent dans la journée, parce qu'on n'est pas là. Donc déjà, on peut évacuer, même si on ne convainc pas celui qui n'est pas convaincu et qui veut absolument le dire. Et après, oui, quand on en discute, on a consulté la préfecture et la police nationale. Oui, il y a des quartiers où ils nous ont demandé de ne pas éteindre. Moi, je n'ai pas besoin de les citer, mais les quartiers politiques de la ville sont forcément un peu plus sensibles, à tel point que même parfois, il nous faut un peu plus tailler les arbustes, enfin des choses comme ça pour permettre, néanmoins, en faisant de la dentelle, on arrive quand même à éteindre des espaces sur ces quartiers-là. On peut parler par exemple de la place aux Anneaux, je ne sais pas si tout le monde voit où elle est, c'est un peu la place un peu centrale au cœur du Clos Boucher. Ben, finalement, on a fini par l'éteindre, mais tout en conservant en périphérie de l'éclairage public pour que les gens puissent circuler. Voilà. Mais ouais, enfin, on peut difficilement aujourd'hui aller plus loin. Et pour compléter, quand vous parliez effectivement l'éclairage qui se détecte, là on est quand même plutôt sur des avenues ou des voies comme celle-là. Et pour en avoir discuté avec des collectivités qui l'avaient mis en place, honnêtement, entre le vélo qui roule à 15 ou 20 km/h, le scooter à 50 et la voiture qui va peut-être rouler à 70, c'est un peu compliqué à gérer. Et aujourd'hui, c'est pas... Peut-être que ça représentera l'avenir, mais dans 10 ans, mais quand ça sera fiabilisé. Et juste pour les informations, on a plusieurs types d'études. En fait, le gouvernement, l'année dernière, en septembre, a commencé à sortir les études anglo-saxonnes qui disaient qu'il n'y avait pas de lien entre la sécurité et l'éclairage. Mais ces études-là, elles étaient toujours sous le coude et elles existaient déjà. Mais elles sont sorties à ce moment-là où ça a permis d'aider les collectivités aussi à aller dans un certain sens. Parce qu'il y a toujours eu cette notion, et c'est une notion assez française, de sécurité et de lumière. Il y a des gens qui ont fait des thèses sur ça, sur ce lien. Et c'est un sentiment, donc c'est toujours un sentiment, il faut pouvoir le travailler. Il y a des gens qui vont être plus confortables pour ouvrir leurs fenêtres parce que dehors il n'y a pas de lumière, et d'autres inversement vont fermer leurs volets parce qu'il n'y a pas de lumière dehors. On est sur un ressenti vraiment individuel, mais il faut faire du collectif aussi avec le ressenti de chacun. Je voulais juste prolonger la remarque de tout à l'heure. Sur le domaine privé, notamment les commerces, vous menez des actions de sensibilisation, donc les règles ne sont pas respectées, mais est-ce que vous avez le moyen, en tant que collectivité, d'aller plus loin Non, alors pour le coup, non. Aujourd'hui, comme l'a expliqué Morgane, dans les actions, on anime, et notamment je pense à la zone de Mendès-France, où pour le coup, on a une association des commerçants de Mendès-France que l'on peut réunir et avec qui on peut parler. Donc c'est plus facile effectivement de travailler, et on a des enjeux là-dessus. Mais après, notre pouvoir d'intervention est quand même relativement limité en termes de pouvoir de police. Après, il y a
sur une zone où il y a du travail 24 heures sur 24, l'éclairage soit allumé, en fait, on ne peut pas aller contre. À partir du moment où il y a un fonctionnement et il y a un usage. À partir du moment, en fait, l'arrêté, c'est à partir du moment où l'entreprise est fermée, on doit éteindre. Mais à partir du moment où elle s'ouvre le matin, par exemple à 9h, ils n'ont pas le droit d'allumer les enseignes plus d'une heure avant. Donc si c'est quelque chose qui fonctionne en continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on ne peut pas forcément faire grand-chose. Après, en fonction s'il y a une nuisance vraiment qui est identifiée, c'est la police de l'environnement sur laquelle il faut aller, mais il faut avoir identifié et il faut avoir sensibilisé à l'avance. Mais voilà, nous en termes de ville, on n'a pas une botte secrète en disant on va pouvoir récolter de l'argent à partir de ça pour pouvoir investir dans l'éclairage. Je veux bien compléter puisque j'ai eu la parole, notamment sur les panneaux lumineux. Il faut juste savoir que, alors ceux qui sont avenue de Nantes et l'île Partenay, c'était avant 2014, mais autant que je me souvienne, la municipalité n'était pas d'accord, sauf que l'afficheur, il l'a posé sur du domaine privé. Nous, on s'y est toujours... oui, mais ils ne sont pas sur le domaine public. Je me bats contre cette entreprise depuis maintenant presque 10 ans. Néanmoins, ça ne les a pas empêchés de poser 2 panneaux sur du domaine privé et qu'on n'a pas autorisé. Notamment, il y en a un au débouché de la rue Fief-Namourette sur l'avenue de Paris, et il y en a un autre juste à côté. Ils sont même allés jusqu'à m'étêter à un arbre que j'avais planté. Alors, c'était pas pour les embêter, mais c'est parce que... Bref. On a même été condamnés parce que j'avais refusé les autorisations. Donc c'est bien pour ça qu'on est... Après un règlement local de publicité en 2016, on a fait, alors je ne me trompe pas, entre révision et modification, non, juste on l'a mis juste en révision. On a pour le coup clairement écrit qu'on n'en voulait pas, sauf qu'on voulait rester sur une procédure de révision assez légère. On les a juste autorisés dans les zones d'activité économique, mais sans que ça ne puisse déborder sur les voies périphériques. Ce qui veut dire, par exemple, si demain il veut en installer un, alors ça ne sera pas sur le domaine public parce que nous on ne l'autorisera pas, mais dans la zone de Mendès-France, il ne pourra pas le mettre sur l'avenue de Paris ou sur la rue Fief-Namourette. Donc du coup, il y a déjà un peu moins d'intérêt. Mais on est face à... Allez, on est entre nous, face à des voyous, clairement. Il y a une gradation nocturne. Je ne pense pas que ça s'éteigne la nuit, mais il y a un abaissement. Ça s'éteint ? Mais il reste un ou 2 points, je pense qu'il ne faut pas complètement éteindre. Pour le coup, moi je passe régulièrement celui de la route de Partenay, il est éteint la nuit. Mais bon, il reste un petit point lumineux, mais il y a tout à l'heure, vous évoquiez aussi donc, la qualité du ciel. Donc vous disiez qu'il y avait des étoiles. Est-ce que finalement, chez nous, donc, nous avons des coins où on a une très bonne qualité du ciel? Personnellement, étant un petit peu astronome amateur, j'aime bien poser mon télescope à certains endroits pour faire des observations. Et moi, j'habite à Niort, du côté des Briseaux, quartier des Briseaux. Et il y a quelques lampes qui, je vous avoue, m'agacent au plus haut point. Ceci dit, j'ai quand même été surpris de voir certains astres que j'étais capable de voir à 2h, 3h du matin dans Niort, dans la ville de Niort, alors que dans certaines autres communes, elles sont à peine perceptibles. Donc, ce n'est que mon humble avis. Ceci dit, la qualité du ciel est nettement satisfaisante, même si c'est toujours améliorable, et ça peut toujours s'améliorer. C'est déjà nettement plus satisfaisant pour un astronome amateur à ma hauteur, quoi. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal déjà. Une dernière question Pas d'autres questions, on va rester là, on va remercier nos intervenants. Donc c'était très intéressant et enrichissant. Merci.